session de débat, d'échange, de recherche consacrée à l'échelle méditerranéenne avec 2 communications successives et je vous propose de les séparer, je veux dire de vous poser. On est d'abord un échange autour de la communication d'Antoine Perrier, puis ensuite de celle d'Odile Moreau. Donc je commence par Antoine Perrier, je m'excuse une fois de plus de mettre mes lunettes de soleil pour les raisons que j'ai expliquées hier. Antoine Perrier, vous êtes un enfant de l'IEP de Paris, avec un détour très fructueux par l'école de gouvernance et d'économie de Rabat en 2011-2012, qui marque vos débuts dans l'apprentissage d'arabisant et bientôt d'arabologue. Vous avez été ATER après la réussite à l'agrégation à la Sorbonne, Sorbonne Université, de 2018 à 2020. Vous avez été à la Casa Velasquez détachée en 2020-2021. Et depuis la rentrée, depuis cet automne, vous êtes chargé de recherche à l'IREMAM, c'est-à-dire vous êtes ici à domicile. Historien et arabisant, vous avez soutenu en 2019 une thèse consacrée, je cite, c'est un peu long, la liberté des protégés, souverains, ministres et serviteurs des monarchies marocaines et tunisiennes sous protectorat français, 1880-1956. Cette thèse qui a été remarquée et qui est remarquable quand on la lit, est en cours d'édition aux presses de l'École des hautes études. Je crois qu'elle sortira début de 2022. Inch'Allah. À la Casa Velasquez, excusez-moi pour mes prononciations de toutes les langues étrangères qui sont défectueuses, vous avez travaillé sur Tanger, ville fermée, histoire d'une zone internationale entre Maroc, France et Espagne, 1904-1956, et une partie de ces travaux, de cette recherche, a été scellée dans le dernier numéro de 2021, avril-juin 2021, en avril-juin, page 65 à 79. Vous y développez, ça nous éloigne peut-être un tout petit peu du colloque, mais c'est quand même très intéressant à souligner, et ça se rattache quand même au lieu où nous sommes. Vous y développez l'idée d'un cosmopolitisme de conflit, qui est en dissonance avec le cosmopolitisme créatif, entrepreneurial que le fondateur de cette maison, Robert Hilbert, avait magistralement exhumé et analysé sous tous les angles dans sa thèse consacrée à Alexandrie, espace et société, en 1990. Et je dirais que c'est sur la lancée de ces travaux, de ces découvertes l'an dernier que vous allez nous parler de la guerre du Rif vue de Tanger, les échelles du conflit rifin dans le nord du Maroc. Mais auparavant, je voudrais dire pour ceux qui cherchent des raccourcis et qui ont envie de connaître ce que vous faites, que vous avez lu et fait un compte-rendu dans La vie des idées d'un livre tout à fait intéressant de Anne-Laura Stoller, en français, c'est pas comme ça en anglais, au cœur de l'archive coloniale, question de méthode, et je crois que ce souci de méthode, de problématique, j'allais dire de Eshkalia, est inhérent à tout ce que vous entreprenez et à tout ce que vous écrivez. Voilà. C'est à vous de parler maintenant, excusez-moi. Je vous en prie. C'est directif. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je remercie les organisateurs et les organisatrices de ce beau colloque dont je me réjouis déjà du succès pour l'IREMAM et les institutions partenaires. Je veux dire aussi tout le plaisir et tout l'honneur que représente pour moi le fait d'intervenir dans un panel présidé par le professeur Daniel Rivet. Évidemment, les travaux pour tous les jeunes historiens du Maroc représentent une référence tout à fait incontournable. Cette déclaration au préalable n'est pas uniquement un échange d'amabilité, puisque en vérité, le sujet sur lequel je vais intervenir, la guerre du Rif vue de Tanger, peut paraître un petit peu mineur ou en tout cas décalé, et je vous prie de m'en excuser, puisqu'en effet, la guerre du Rif ne fait pas partie de mes objets de recherche directement, mais parcourt comme un frisson, ou peut-être même comme un spasme, les archives de la ville internationale de Tanger, auxquelles je me suis consacré l'année dernière, archives qu'il faut entendre à la fois comme celles des archives du Maroc, donc
dirigé par M. Baïda, ici présent, les archives espagnoles à Alcalá de Henares et les archives diplomatiques de Nantes, dont la directrice est également présente. Alors, je situerai cette présentation dans l'histoire plus générale coloniale du Maroc, finalement, dont on a déjà dit plusieurs mots depuis la journée d'hier. Finalement, la bibliographie, quand on se penche sur la guerre du Rif, qui est ici évidemment extrêmement lapidaire, présente la guerre comme une sorte de tournant, que ce soit dans le protectorat espagnol ou le protectorat français. Que ce soit Germain Ayache ou M. Rivet dans sa thèse consacrée à Lyautey, montre qu'en effet, la guerre du Rif signale en quelque sorte l'échec d'une partie des politiques et des théories de Lyautey. Germain Ayache faisant ici connexion entre les défaites militaires infligées aux puissances du protectorat et leur lecture imparfaite de l'histoire de l'État marocain à laquelle il était particulièrement attaché et dans laquelle il livre, en plus d'un livre sur la guerre, en fait, les origines de la guerre du Rif, c'est aussi un grand livre sur l'histoire du Maroc et l'histoire de l'État au Maroc. La légitimité chérifienne, la légitimité du Marzen n'en sort pas également grandie, c'est ce que remarque l'anthropologue Abdullah Hamoudi qui consacre plusieurs pages dans son livre Maîtres et disciples, ce qu'on oublie parfois. Et enfin, de ce que je connais de la littérature consacrée au protectorat espagnol, dont j'ai ici mis seulement un exemple, la guerre du Rif consacre aussi un tournant vers la militarisation du protectorat espagnol. Alors, Tanger dans tout cela, Tanger jusqu'à présent, donc, j'anticipe un petit peu sur la slide précédente, mais Tanger, vous le voyez ici en rouge, est une zone internationale qui est distincte de la zone française en verte et de la zone espagnole en jaune, et incluse néanmoins dans cette zone espagnole, on verra que c'est important. Et Tanger international, donc dirigée par l'ensemble de grandes puissances, j'y reviendrai, elle est présentée plutôt comme une sorte de refuge de contrebandiers ou indirectement de soutien à Ben Abdelkrim dans le cadre de la guerre du Rif. Guerre du Rif, au milieu de laquelle le statut de la ville internationale est décidé en 1923. Finalement, l'impact de la guerre est plus prononcé pour ses conséquences diplomatiques. Je cite cet article important de Jean-Louis Miège, mais aussi le livre suivant, consacré aux relations entre la France et l'Espagne, puisque Tanger reste en quelque sorte un caillou dans la chaussure de la fraternité militaire franco-espagnole et reste une pomme de discorde permanente entre les deux grandes puissances. Je voudrais ici faire le lien entre cette histoire diplomatique, somme toute assez classique, avec plusieurs enjeux dont nous avons déjà évoqué quelques traces hier et dans les pas desquels je m'inscris, sur la souveraineté marocaine et l'unité politique du Maroc mise à mal, ou en tout cas discutée par la révolte de Ben Abdelkrim. Et dans ce cadre, je voudrais voir ici comment la guerre du Rif déchire en quelque sorte les fictions du protectorat, ce que fait Ben Abdelkrim en considérant que le sultan Moulay Youssouf est prisonnier des Français en quelque sorte au Maroc, et comment cette guerre rapproche à la fois les deux puissances unies, les deux puissances coloniales françaises et espagnoles unies contre un même adversaire, mais augmente en vérité le problème juridique fondamental entre les deux protectorats et cette querelle juridique, proprement juridique, de toute la période coloniale qui est consacrée, qui est dévolue à l'unité du Maroc, l'unité politique du Maroc et l'unité de la souveraineté. Finalement, là, ici, depuis Tanger, dans cet observatoire provisoire, la guerre du Rif n'apparaît pas seulement comme un conflit stratégique, ou Tanger comme arrière-cour, comme refuge international, n'est peut-être pas si important que cela, mais plutôt comme un lieu d'une bataille juridique et politique où la guerre du Rif est instrumentalisée dans le conflit fondamental sur le contrôle du Maroc et qui pose au-delà la question de son unité. Donc, pour commencer par cette dimension stratégique qui fait tout de même partie de la communication et, à mon avis, de ce qu'il faut dire sur le rôle de Tanger dans la guerre, alors, je ne vais pas consulter, à mon avis, toute la documentation qui serait nécessaire pour comprendre le rôle de Tanger dans les flux d'armes et de marchandises dans la guerre. Simplement, je dirais de ce que j'en ai vu à partir du rapport mensuel d'une autorité qui s'appelle le contrôle des autorités chérifiennes, qui est un peu une sorte de réplique de ce qui existe déjà dans la zone française du protectorat, c'est-à-dire des contrôleurs français qui sont placés auprès du représentant du sultan, le Mendoub El Merzani, au sein de la ville de Tanger et qui produisent un rapport mensuel pendant la guerre qui nous donne quelques informations. Ces informations ne sont pas spectaculaires. Elles montrent surtout que la population de Tanger est inquiète sur un plan économique des différents obstacles qui sont mis au trafic des marchandises et au ravitaillement, en particulier de la ville, ce qui est déjà un problème de façon générale dans Tanger, dont, comme l'a rappelé M. Rivet gentiment, j'ai étudié la vie économique pour une vie économique plutôt pauvre et sous-développée. Donc, inquiétude économique de subir les conséquences de la guerre toute voisine. Sur un plan politique, ces mêmes rapports constatent que Ben Abdelkrim compte des partisans à Tanger, mais que ceux-ci, dès 1925, en fait, ne conçoivent pas grand espoir de sa victoire et que le front franco-espagnol semble devoir gagner. Donc, ces notes traduisent un certain optimisme qui sera ensuite exploité par les Français, mais qui, au milieu du conflit, en quelque sorte, marque une certaine forme, peut-être, de sincérité, même si des enquêtes supplémentaires seraient peut-être importantes.
Lors de ce conflit, les Espagnols ferment la frontière de Tanger, étouffent en grande partie la ville, ce qui la place donc dans une situation d'arrière-cour plutôt menacée à cette époque-là. Le discours des autorités espagnoles ne cessera pas de souligner le rôle d'asile et d'impunité que la ville internationale aurait accordé aux partisans de Benalmádena. En vérité, il s'agit là d'une manœuvre politique qui consiste à dénoncer un statut qui place l'Espagne dans une situation plutôt inférieure par rapport à la France, puisque la France, je vais y revenir, va jouer une carte maîtresse qui est celle de la souveraineté maintenue du sultan à Tanger, tout comme dans la zone espagnole, et donc va imposer un délégué du sultan, un mendoub, qui est contrôlé en fait directement par Rabat, donc par les Français, et qui a une prééminence sur les institutions internationales, malgré la supériorité démographique et économique des Espagnols dans la ville. Donc cette sorte de péché originel du statut faussement international de Tanger sera nourri en permanence par la concurrence entre les deux puissantes. Donc les Espagnols accusent Tanger et son statut international d'avoir donné refuge non pas seulement à des soutiens, mais aux véritables éléments directeurs, comme soulignent les notes diplomatiques espagnoles du conflit rifin, soulignent et donnent plusieurs noms de soutien étranger, notamment anglais, à la cause et notamment au ravitaillement militaire de Benalmádena. Ce en quoi les Français vont répondre tout simplement que la rébellion a peut-être trouvé des complicités à Tanger, mais qu'elle n'y a certainement pas trouvé des chefs. Et voit au contraire dans le statut international de Tanger la meilleure garantie qui a été opposée à la neutralité et à la sécurité de la ville, puisque un mémoire français de 1926, donc après le conflit, au moment où se renégocie le statut, précise, je le cite, que le chef rebelle, donc parlant de Benalmádena, qui a livré bataille à deux grandes puissances alliées, n'aurait pas hésité à attaquer l'une d'entre elles à Tanger, mais il n'a pas osé défier la garantie de l'Europe. Donc là, le statut international protège particulièrement Tanger. Par ailleurs, d'autres notes précisent que les intrigues qui ont eu lieu à Tanger auraient eu lieu quel que soit le régime et que donc le statut international n'est pas en cause. Et quant au ravitaillement qui aurait aidé la rébellion de Benalmádena, la liberté du trafic licite qui a été respectée à Tanger et donc n'a pas été soumise à un blocus était une exigence dans le statut et à laquelle les Anglais étaient en particulier vigilants. De façon générale, je n'insisterai pas très longuement là-dessus parce que ce n'est pas nécessairement extrêmement original, la France comme l'Espagne se renvoient la responsabilité des faillites de la sécurité de Tanger et aucune n'assume finalement le moindre défaillance dans de dispositif de protection du nord du Maroc. En vérité, c'est plutôt ce point que je voudrais m'appesantir dans cette deuxième partie sur 3. La guerre est une occasion de contestation donc, du statut de Tanger. Donc, j'ai expliqué cette position de prééminence de la France via les autorités chérifiennes dans les institutions internationales de Tanger, où en fait, pour n'en donner qu'un seul exemple, par exemple, dans l'Assemblée législative internationale qui vote les lois qui s'appliquent à Tanger, où chaque colonie européenne est représentée, où la population musulmane et la population israélite, selon ces catégories, représentées aussi, le fait que la France dispose de la nomination des délégués marocains, israélites et musulmans via le Mendoub el-Merzeni, lui assure, avec les voix de la France, systématiquement une majorité dans l'Assemblée législative. Donc c'est ce type en fait de dispositif via l'utilisation de la souveraineté que l'Espagne va chercher à contester. En vérité, dès 1927, lors du premier sommet qui suit le gros, disons, des conflits du Rif, l'Espagne va poursuivre son but initial qui est de souhaiter l'intégration pure et simple de la zone internationale de Tanger dans sa zone espagnole. Et dans les notes, il est précisé que c'est la guerre du Rif qui est une occasion de relancer cette revendication. On parle dans les notes de la haute valeur que le gouvernement français accorde à la collaboration franco-espagnole au Maroc et au souvenir de la lutte victorieuse menée par les armées des deux pays, intimement et fraternellement associés. Et plus loin, dans la même note, je cite encore, l'action de police et de pénétration civilisatrice réalisée par l'Espagne dans sa zone marocaine, et très singulièrement au Rif, mérite une gratitude et une attention toute spéciale de la part de l'Europe et en fait plus particulièrement de la France. Donc en quelque sorte, pour le dire un peu plus trivialement, l'Espagne cherche à capitaliser son succès militaire pour obtenir un succès diplomatique qui jusqu'à présent lui avait été refusé. Et en faisant toujours en représentant toujours le même argument, que l'internationalisation de Tanger est en fait un danger pour la paix et empêche un véritable maintien de l'ordre, ce qui explique que les revendications espagnoles se concentreront surtout sur la direction de la police et de la gendarmerie, ce que finalement la France leur accordera au nom justement de cette fraternité guerrière, au nom de l'alliance entre la France et l'Espagne dans la rébellion de Benalmádena. Le contrôle de la police sera complètement dévolu aux Espagnols, même si Tanger ne sera jamais intégré dans la zone du protectorat espagnol. Parce qu'en fait, et je terminerai par là
en m'arrêtant un petit peu plus sur un document, le véritable problème, le centre du problème, comme je l'ai annoncé en introduction, c'est la question de la souveraineté. L'idée espagnole par rapport à cette souveraineté, c'est que la guerre du Rif a révélé le caractère vide, la souveraineté vide du régime international. Dans une note confidentielle du gouvernement des Affaires étrangères espagnol, il est bien dit que el poder pública carece de personalidad, c'est-à-dire qu'il y a un manque de personnalité, d'incarnation du pouvoir du fait de la dispersion de la souveraineté à Tanger. Et les Espagnols n'auront de cesse finalement de réclamer un pouvoir plus conséquent, donc en fait le leur, dans la ville internationale. En revanche, la position française est très ferme. Elle se place sur le terrain des traités et utilise la souveraineté maintenue du sultan. Puisque dans plusieurs notes, le résident général s'adressant, donc le successeur de Lyautey en 1927, Théodore Stig, s'adresse au ministère des Affaires étrangères en précisant, je le cite, que l'incorporation de Tanger dans la zone espagnole a provoqué l'émotion du sultan, dont je vous ai transmis l'écho. Il est certain que sa souveraineté, garantie par les accords internationaux, garantie par la France, en serait atteinte. Donc, on voit ici un numéro très classique de la part des Français de ventriloquie du sultan. Il s'agit de faire parler Moulay Youssouf à sa place propre, puisque nous avons, comme rarement, comme j'ai eu l'occasion de le voir, assez peu de documents qui témoignent d'une parole directe du sultan, mais en tout cas, on voit une arme contre laquelle, en fait, les Espagnols ne peuvent rien. C'est-à-dire que contester la souveraineté du sultan au Maroc est une pensée impossible, en quelque sorte. Vu l'idéologie coloniale, et vu finalement les accords qui lient l'Espagne au reste des autres pays et des autres puissances, il s'agit toujours de détourner en quelque sorte la souveraineté, mais jamais de la contester comme principe. Et donc ce que voudraient les Espagnols, c'est utiliser le khalifa de la zone espagnole, c'est-à-dire le délégué du sultan, mais qui est une délégation permanente et qui est placée sous le contrôle des autorités espagnoles, que ce khalifa ait pouvoir et nomme lui-même en fait son propre représentant, donc un représentant de représentant en quelque sorte à Tanger, mais contournant toujours cette souveraineté qu'il ne nie pas. Alors, la question en fait que pose ultimement, et je m'arrêterai là-dessus un petit peu plus longuement, cet argument, c'est les liens finalement que le Marzène de Rabat entretient avec Tanger et avec le nord du Maroc. D'abord, ce qu'il faut souligner, mais je n'y arrêterai pas très longtemps, c'est que les rapports sont maintenus entre les officiers, les grands représentants, disons, du Marzène de Rabat et le nord du Maroc, et Tanger en particulier, ne serait-ce que pour des questions interpersonnelles. Dans toutes mes archives, je vois régulièrement des visites du grand vizir, Mohamed El-Mokri, des visites aussi du Pacha Glaoui de Marrakech, puisque ces hommes ont parfois une histoire à Tanger, ont des biens immobiliers, notamment du Pacha Glaoui, des liens personnels, familiaux avec la ville internationale qui est intégrée en quelque sorte au monde du Marzène et où les élites fassis y ont soit leur résidence, soit leurs intérêts. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une forte conflictualité qui existe aussi avec les familles du nord du Maroc, les Temsemani, etc., qui ont été, eux, plutôt favorisés par l'Espagne. Alors, je voudrais présenter ce qui explique un petit peu cette photo qui n'a en fait aucun intérêt en soi, la question de Tanger. Alors, c'est un document qui est présent dans les archives du Maroc, donc que je présente ici sous forme d'hommage devant toi, Jamar, puisque c'est dans ce document que j'ai réussi à trouver cet autre document, qui est une déclaration d'appel au djihad en fait des Rifins, mais qui est présente d'abord dans ce dossier qui s'appelle La question de Tanger, dans un dossier de Michaud Beller, donc d'Edouard Michaud Beller, l'orientaliste de la résidence générale. Et vous ne m'apprêtez pas à trouver quelque chose sur la guerre du Rif dans un dossier qui s'intitule La question de Tanger, mais en fait, le dossier commence par là. Et il s'agit donc d'une déclaration sur laquelle je vais revenir en quelques instants, en arabe, qui date du tout début du conflit et de 1921 et qui est associé dans le dossier de Michaud Beller à la revendication française, à l'utilisation française de la souveraineté marocaine. Alors, que dit ce document ? Ce document commence par une dénonciation assez classique des Espagnols en particulier sur le thème de l'expropriation des terres, de la profanation, des abominations, el-fawahish, opposition ensuite entre le besoin d'un combat donc du djihad, fi sabilillah, et de l'incroyance que représentent les Espagnols. Le kufr est une catégorie qui est évidemment prononcée, donc là on retrouve tout à fait les thèmes du djihad qu'on a évoqués hier, avant un appel aux oulémas de rejoindre le rang des croyants en proclamant la guerre sainte et en promettant paradis, enfin dans une rhétorique somme toute, je crois, assez classique. En vérité, ce qui nous intéresse, c'est le dernier paragraphe, puisqu'il est lié à la question de la souveraineté. Je le cite, si vous le voulez bien, en traduisant avec traduisant libre. Le combat est difficile, mais ne vous affligez pas. Adressez-vous au commandeur des croyants, notre maître Youssef, Rajawa Amir al-Mouminin Maoulana Youssouf, donc le sultan du Maroc à Rabat, pour qu'il vous procure des ressources, c'est comme ça qu'on peut traduire le mot mouna, dont vous avez besoin, et prenne les règlements, Qawanayn, selon sa volonté, et avec la volonté des autres États qu'il choisit, sauf l'Espagne.
Cette dernière mention est assez frappante, puisque ici, le rôle du sultan législateur est associé aux autres États sauf l'Espagne. Ce qui m'a presque laissé penser à un moment donné que ce document avait pu être rédigé par des Français via une main alliée chez les Marocains pour justement exciter en quelque sorte le djihad contre les Espagnols concurrents dans la zone française. En vérité, quand on observe ensuite la traduction d'Édouard Michaud-Beller et la forme même du document, il est assez peu probable que ce document soit traduit. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est la forme qu'a pris cette souveraineté dans ce dernier paragraphe. Elle s'est traduite par 3 items. Celui du pouvoir législateur du souverain, l'assistance matérielle que le Marzen de Rabat doit fournir à ses tribus alliées dans le nord, et une légitimité aussi religieuse, d'abord dans le titre de commandeur des croyants Amir al-Mu'minin, mais aussi dans le fait que cette même phrase, que je n'ai pas eu le temps de terminer jusqu'au bout, est une invitation à la prière du sultan pour ces sujets. En vérité, ici, nous trouvons les 3 formes de relations qui ont été mises en avant par une très riche historiographie marocaine du 19e siècle. J'ai cité ici une des thèses les plus importantes, celle d'Ahmad el-Tawfiq, où on voit que cette dimension législative, cet échange de don contre don via le mot mouna, qui a une histoire qui est chargée de signification dans ce contexte-là, et enfin une légitimité religieuse, est précisément un mode de relation assez souple, assez ouvert du Marzen avec ses autres tribus, et que les formes finalement d'incarnation de la souveraineté se sont poursuivies ici au début de 1921, dans ce document que j'ai repéré parmi d'autres, mais qui mériterait sans doute, comme on l'a dit hier, d'être confronté à d'autres pour voir si finalement la guerre de Rif ne marque pas une forme de rupture dans ces liens à la fois contractuels, à la fois souples et importants qui unissaient le reste, le Marzen marocain avec ces territoires qu'on a parfois trop longtemps catégorisés dans la Ciba et contre lesquels Gérard Mariach s'était opposé. Je terminerai en conclusion, car je crois que mon temps s'épuise, que la guerre du Rif accuse donc plutôt l'antagonisme entre les 2 protectorats plutôt qu'il ne les rapproche, qu'il met en lumière la variété des échelles entre un problème local, un conflit dans la zone espagnole et un antagonisme à l'échelle de tout l'empire marocain, pour ne dire que celui-là, et nous invite à réfléchir encore à cette histoire de la souveraineté marocaine, puisque la guerre du Rif s'inscrit dans une séquence longue où les controverses franco-espagnoles renforcent finalement le caractère dispersé, mais non pas fictionnel, de la souveraineté du sultan. Je vous remercie. Merci. Votre temps s'est épuisé, mais notre intérêt pour ce que vous avez dit non pas. À la salle de poser des questions et d'annoncer peut-être un débat sur cette communication consacrée aux échelles du conflit rifin dans le nord du Maroc. Merci beaucoup, Antoine. Pour revenir simplement sur Tanger et le rôle qu'a joué peut-être aussi Tanger pour le mouvement rifin. Remarque, c'est une question là-dessus. D'abord, et c'est une hypothèse, peut-être qu'on peut en discuter, mais il me semble que Tanger est peut-être moins important que l'Algérie pour les liens, notamment les contrebandes d'armes, et d'acheter des avions, ce qu'on peut voir dans les archives, c'est que Tanger joue des rôles multiples. D'abord, effectivement, un peu de trafic d'armes. Il faut oublier aussi que c'est Joseph Plems le dit par la suite, lorsqu'on s'embêtait un peu trop dans les montagnes du Rif, on partait à Tanger faire la fête. Il y a aussi des lieux de plaisir pour certains dirigeants, dont Alain Chine, qui était le ministre de la guerre. Il y a des soutiens britanniques. Oui. C'est la Gordon Canning, William Harris, qui conseille à Tanger et une partie de la correspondance de Harris est interceptée par les services de renseignement français. Qui donne des conseils à des prix très importants, notamment sur le rapport à la SDN. Il a joué un rôle, Harris, très important. Et puis, qui en a un peu parlé, il y a effectivement ce type de courrier. Il y a des prédicateurs qui sont envoyés à Tanger par Abdel Krim, et on sait aussi qu'il y a une propagande qui est menée à Tanger. Alors, moi, la question est un peu une double question. D'abord, finalement, les Espagnols, tu l'as bien dit, vont l'utiliser, d'après ce que j'ai compris, M. Luis, si j'ai bien compris, vont utiliser en fait une sorte d'image de Tanger qui aurait été une plaque tournante, un peu d'espionnage, etc., et donc mal contrôlée. La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant, les Espagnols, comme
comme activité illicite non contrôlée d'Abdelkrim. Et la deuxième question, c'est peut-être que ça n'a absolument aucun rapport, mais c'est un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est Raissouli, enseignant à l'étranger, un chérif important. Est-ce que tu as vu des choses là-dessus également dans les archives? Je réponds oui, je réponds tout de suite. Alors pour Raissouli, non, pas en lien avec la guerre du Rif, mais j'ai peut-être mal cherché encore une fois. Ça doit sans doute renvoyer à des formes d'alliances et des réseaux espagnols finalement en lien avec ce que tu disais hier par rapport aux stratifications sociales traditionnelles et nouvelles, dans le détail desquelles en fait les documents concernant le Rif ne rentrent pas. Mais il n'est pas impossible que ça joue un rôle. Mais moi, ce que j'ai vu dans la documentation ne permet pas de te répondre avec précision. Ensuite, ce que mettent précisément en avant les Espagnols, alors d'abord, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire le soutien des Anglais, qui est nominatif. Il y a toute une série de personnes qu'ils identifient comme étant des informateurs, comme étant des intermédiaires. Je n'ai pas eu le temps de les donner, mais je les mets à la disposition de qui le veut bien. Ils mettent en avant la contrebande d'armes, mais sans le chiffrer très, très précisément à chaque fois. Le soutien politique aussi et la sympathie que Abdelkrim aurait trouvé de façon générale dans la ville. Et c'est l'occasion pour moi de compenser un manque, je ne l'ai pas dit, mais c'est assez important. Le Mendoub, donc le représentant du sultan à Tanger à ce moment-là, est un Tazi, donc une grande famille fassie, et son fils, un de ses fils, dont le prénom m'échappe, mais je peux le retrouver, parce que je crois que Mohamed, c'est le père, et est un soutien revendiqué de Ben Abdelkrim, le fils du Naïb, enfin du Mendoub lui-même. Donc ce rôle a été bien souligné par les Espagnols, là où finalement le sultan finira par lui pardonner, puisqu'il réintégrera le marzen marocain très, très classiquement, là aussi technique de gouvernement assez classique que celui du pardon. Mais donc voilà, c'est ce type de soutien en visant ce type de personnalité que les Espagnols mettent en avant, là où les Français finalement diront que, alors ils répondent pas sur tout, mais que la population musulmane était dans l'ensemble indifférente en fait, et que ces soutiens étaient des soutiens plus verbaux que pratiques. Je dirais. C'est une question. Oui. Droit de prendre une question. It's really Oui. that's actually right when we talk about the conflict of sovereignty, the very real dispute between France and Spain, and certainly the allegations that circulate in Spain that France was supporting the Rif before 1925 were very real. I wonder if you could also talk a little bit about the cooperation between France and Spain in Tangier from 1925. To what extent was that a pragmatic cooperation? Did they solve their problems in 1925-26? Did they come to an understanding? I think of institutions like in Malaga, they had the Oficina which arranged joint maritime surveillance. I assume that there may have been intelligence cooperation in Tangier as well. I'm not sure. I did have a second question, which may be slightly off the topic, which is really about the occupation of Tangier in 1940 by Spain. Mm-hmm. And I was wondering if the same motivations are there when Franco decides to take over the international zone in 1940 as well, and they try and solve the problem from their point of view. Merci beaucoup. Je peux vous répondre en français? Oui, merci. Alors oui, vous avez raison, il y a un bureau d'information mixte qui est en place à Malaga, mais qui agit aussi, qu'on voit beaucoup dans les affaires de Tanger, et qui est un échange effectivement d'informations, enfin comme vous l'avez dit, d'espionnage, de renseignements plus exactement, entre les deux puissances, et fonctionne assez bien pendant la guerre de Rif, d'après ce que j'en ai vu, mais là une fois encore, il faudrait peut-être regarder un petit peu plus dans le détail. De façon générale, je dirais que la coopération entre les deux puissances de protectorat est marquée par un certain pragmatisme, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que de façon dans l'ensemble, que ce soit dans la vie économique ou la vie politique de Tanger, la France et l'Espagne ne peuvent pas se permettre de ni ruiner Tanger, ni non plus de la laisser à l'un ou à l'autre, et donc ils s'accordent toujours comme ça une espèce de juste milieu, aussi bien diplomatiquement qu'économiquement, où, en quelque sorte, aucune puissance ne reçoit un avantage décisif, mais ne laisse pas non plus les autres puissances qui convoitent Tanger prendre la part importante. Donc cette position d'adversaire partenaire est, à mon avis, assez essentielle pour comprendre la relation franco-espagnole dans l'heure du Maroc. Enfin, donc oui, comme vous le rappelez justement,
Tanger a été occupé en 1940, entre 1940 et 1945, par l'Espagne franquiste, au prétexte de faire respecter la neutralité de la zone internationale au sein du second conflit mondial. Et là, oui, en effet, c'est un peu le Tanger, selon leur cœur, des Espagnols. C'est-à-dire qu'ils peuvent nommer à tous les emplois du Marzen à ce moment-là des familles qui leur sont alliées. Ils prennent le contrôle de la vie économique. La sécurité est rétablie. D'ailleurs, ils en gardent une forte nostalgie après la guerre quand ils en sont chassés après 1945. Donc, c'était en effet la réalisation pratique de leur vœu très ancien. Et je crois que vous avez une question, monsieur. Est-ce que je peux poser une question, oui, s'il vous plaît? Je vous en prie. Oui, donc une question à monsieur Antoine Perrier, spécialiste de Tanger. Il n'est pas, donc, pas partagé. Pas partagé? Excusez-moi, non, mais il y a un petit problème technique. Parce qu'en vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y, excusez-moi. Bon. Allez-y, monsieur Rani. Oui. Donc, parce qu'il n'y a pas mon nom là-dessus. C'est Mimoun Aziza. Oui. D'accord. Pardon. Parce que je ne l'ai pas marqué quand je suis rentré le matin. C'est Ghost. Ghost, c'est ça. Donc, vous avez cité au passage, parlons un peu de Tanger pendant cette guerre, la famille Temsemeni. La famille Temsemeni. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Est-ce qu'il y avait une influence de cette famille à l'époque de la guerre du Rif, certains, je ne dirais pas lobby, mais en relation avec Abdelkrim, des familles puissantes à travers laquelle il peut avoir un rôle diplomatique au niveau international, je suppose, parce que moi, c'est plus tard, c'est 30 ans après, 32 ans, je trouve un rapport du consul espagnol à Tétouan, 58, Santiago Sangro. Il parle lors des événements de 58, dans un rapport très détaillé de 3 pages, il parle de la visite d'un Temsemeni qui vient le voir en compagnie avec Rachid El-Khattabi. Rachid El-Khattabi, c'était le neveu d'Abdelkrim El-Khattabi qui était consul à Damas, consul du Maroc, consulat général. Donc, il est rentré au Maroc en 58, donc en relation toujours avec Abdelkrim qui était au Caire, pour voir un peu, visiter le Rif. Et un autre fils d'Abdelkrim qui était officier dans l'armée du Maroc. Donc, Santiago Sangro, il a reçu la visite de la famille d'Abdelkrim, donc le neveu, le fils, en compagnie d'un Temsemeni de Tanger qui venait me voir pour me dire on espère le retour des Espagnols, on vivait mieux avec vous, etc. Donc, dans un style très pro-espagnol. Donc, j'ai des doutes sur ce rapport et sur ces relations. Pour moi, je peux pas confirmer les informations. Donc, je peux avoir un peu sémantique cette famille Temsemeni parce que même l'historiographie marocaine, j'ai cherché un peu, on ne s'intéresse pas à voir des biographies détaillées. Vous m'entendez? Biographie de ces Temsemeni. D'accord. Merci. Je vais répéter très brièvement votre question parce que je vois que la salle ne l'a pas entendue en vous remerciant pour celle-ci. Donc, il s'agit en fait du rôle de la famille Temsemeni, qui est une grande famille du nord du Maroc, dans le soutien éventuel à Ben Abdelkrim, dont vous avez vu vous-même des traces ensuite dans les années 1930. Je suis pas très bien doté pour vous répondre. Je sais que la famille Temsemeni, donc en effet une grande famille du nord, et plutôt puisque un de ses représentants, Khallouk Temsemeni, est un des grands historiens de Tanger, notamment au XIXe siècle, est favorisé plutôt par les Espagnols, à des positions, d'après ce que je sais, dans le Marzen khalifien, mais à Tanger même, en fait, effectivement, plutôt dans l'orbite espagnole, là où les Français ont plutôt imposé des familles fassis, les Tazi, les Bouacherin, etc., pour appuyer leur pouvoir. Mais je peux pas je pense qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui sont plus qualifiés que moi pour connaître les familles alliées à Abdelkrim et les Temsemeni en particulier. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Peut-être une dernière question, Jama Beida. J'ai 2 petites questions. La première est relative au document que tu nous as montré, qui
Y a-t-il des noms qu'on pourrait mettre sur la Jama'a al-Islamiyya al-Muhammadiyya du RIF, hein, qui est derrière, en fait. Et la deuxième question, c'est que l'internationalisation de Tanger à partir de 1923 correspond à la même période de la genèse du mouvement national d'Al-Qarawiyyin, qui a toute une élite qui a édité des petits journaux, Saif al-Qati, Al-Madrasa, al-Banin, et bien d'autres. Et je me demandais, comme Tanger a toujours été, du moins depuis le 19e siècle, un miroir de ce qui se passe en général au Maroc, et Daniel l'a évoqué hier en parlant du Lisan al-Maghrib en 1908, je me posais la question, est-ce que cette élite nationaliste pendant sa jeunesse a voulu encore une fois s'exprimer sur la scène tangéroise par le biais de la presse? Merci. Merci Jama pour tes questions. Alors je commencerai par la dernière. Je n'ai pas beaucoup exploré toute la presse tangéroise parce que c'est un océan. Mais je dirais, le sentiment que cela donne à travers le peu de choses que j'ai vues, c'est que l'activité intellectuelle nationaliste est surtout très prononcée à partir des années 40, je dirais, peut-être la fin des années 30 déjà et à partir des années 40, avec des grandes figures comme Mohamed El-Mekki al-Nasseri, ou qui sont assez connus en fait finalement dans l'histoire du mouvement national. Mais il est certain que la profusion des titres de la presse, notamment de langue arabe, à mon avis, à Tanger, mériterait une enquête en soi finalement, qui répondrait à mon avis encore mieux à ta question. Je suis désolé, je donne des réponses un peu insatisfaisantes. Alors la deuxième réponse sera encore plus insatisfaisante parce que je ne sais pas. Mais simplement, ça me permet de faire un point effectivement sur. Donc le document a été signé à Jama'at al-Islamiyya al-Muhammadiyya, Birrif. Et donc Jama'at, puisqu'on parlait hier de Jumhuriya, de République, là, un mot très courant finalement, donc Jama'at, une sorte de conseil de communautaire, hein, je pense qu'on peut le traduire comme ça, la Djema des colons algériens, là est tout à fait dans le vocabulaire classique finalement de l'organisation tribale, mais Islamiyya, d'accord, Mohammedia, c'est déjà plus islamique, en fait, c'est deux fois dire la même chose, mais je sais pas du tout, non, parce qu'en fait, c'est la particularité de ce document qui est comme déposé au milieu du dossier Tanger par Michaud Beller, mais qui n'est jamais commenté, qui n'est jamais lié à autre chose. Donc, c'est en soi un témoignage, sorte comme ça, qui pourrait être relié, à mon avis, à d'autres documents, peut-être dans le fond dont Mathieu a parlé hier, mais ça m'a beaucoup intrigué. C'est la Jama'a, pas la Jami'a, non? Non, Jama'a, Ma'al Elif. Ouais. Est-ce qu'on passe à Madame Mourget? Encore merci. Sans transition, nous allons passer à la publication de Odile Moreau, Prélude à la guerre du Rif au Maroc, 1921-1926. Je voudrais dire en quelques mots, j'ai l'impression que c'est tellement bien éclairé que je peux me passer de lunettes, que vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier, Odile Moreau, et HDR, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches, que vous êtes turcologue, mais ce que vous dites, ce qui n'est pas dit, du moins dans votre présentation sur Internet, vous êtes aussi ottomaniste. Peut-être que vous pouvez se permettre de faire une distinction et dire ottomaniste jusqu'en 1922 ou 24, selon les points de vue, et turcologue depuis, que vous avez un listing de publications très impressionnant. Évidemment, vous avez un parcours plus long que votre prédécesseur, et je ne vais pas l'énumérer in extenso parce que je ne veux pas épuiser l'auditoire, mais je voudrais simplement dire que, en l'examinant, il y a un point d'équilibre que vous avez su trouver entre les ouvrages de synthèse destinés à un public élargi et puis les ouvrages de recherche et les ouvrages de pointu destinés à un public beaucoup plus de spécialistes. Ouvrages de synthèse, je note au passage l'Empire ottoman à l'âge des réformes, 1826-1914, publié à l'Institut français d'études anatoliennes, conjointement avec Maisonneuve et Larose, en 2007. Et puis, c'est aussi votre dernier ouvrage, qui est paru en 2020, chez Armand Collin, L'Empire ottoman au 19e. Vous voyez que vous n'êtes pas seulement turcologue, et qui a obtenu le prix Auguste Pavie, délivré par l'Académie des sciences d'outre-mer.
Ouvrages beaucoup plus de recherche, beaucoup plus pointus, par exemple, réformer par le haut et réformer par le bas, la modernisation de l'armée au 19e, pardon, ça c'est, oui, c'est bien ça, réformer par le haut, réformer par le bas, la modernisation de l'armée au 19e et 20e siècle, dans la revue, excusez-moi pour ma prononciation, la revue italienne Quaderni di Oriente Moderno, à Rome, un numéro spécial, et puis ouvrage, enfin, travail de recherche qui nous rapproche du sujet et du Maroc. Sur le Maghreb, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez été l'éditrice du numéro spécial d'Hespéris Tamouda de 2018, consacré, je cite, « Le Maghreb, un front oublié de la Première Guerre mondiale ». Antoine Perrier allait du plus proche au plus loin, du plus près au plus loin. En somme, vous allez aller du plus loin au plus près. Et donc, c'est tout à fait coulissant, ce deuxième volet. Et ici, je rends hommage je rends hommage aux organisateurs, aux organisatrices, si elles préfèrent, de ce colloque. Disons que c'est un clin d'œil aux architectes de ce colloque que je me permets de faire. En tout cas, c'est à vous de parler maintenant. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisatrices et les organisateurs donc ce colloque qui nous ouvre de nouvelles perspectives, qui pose aussi, qui formule de nouvelles questions donc, concernant la guerre du Rif. Donc pour ma part, comme le disait le professeur Rivet, donc je vais essayer de regarder justement vers la guerre du Rif en venant en fait justement de l'extérieur et à partir justement de réseaux et d'interactions qui donc, notamment sont en provenance du Moyen-Orient et faire donc un petit peu ce que Monsieur Rivet, donc professeur Rivet, donc évoquait hier une espèce d'un petit peu de forme d'archéologie de ce qui s'est passé justement juste avant la guerre du Rif et qui donc comme on le verra donc soit se poursuit, où il y a des formes de continuité et de rupture, et réfléchir aussi un peu en termes de périodisation et de contextualisation de la guerre du Rif. Donc, je vais justement aussi un petit peu m'inscrire dans la périodisation qui avait été proposée dans le colloque précédent, c'est-à-dire d'il y a 50 ans, par Kenneth Brand, en prenant justement donc un contexte large qui part en quelque sorte, justement, en ce qui concerne les questions que je me pose, c'est tout à fait justement pertinent. Donc, partant justement de 1908 et en allant jusqu'à 1930. Alors, pourquoi? Parce que justement, à partir de 1908, il y a toute cette espèce de tremblement de terre, de soubresaut qui traverse donc la Méditerranée après la révolution jeune turque donc à Istanbul, avec donc peu effets de fragmentation et de dissémination, des interactions avec d'autres groupes qui vont s'intituler souvent jeunes, donc, par exemple, comme le Maghreb, et notamment en ce qui nous concerne, donc Maroc, des interactions avec donc ces groupes qui vont se former et qui s'appellent donc les jeunes Marocains, et puis aussi parce que cette fameuse révolution jeune turque, elle marque aussi en quelque sorte un début et un très grand espoir dans les territoires extra-européens et pas seulement dans le monde musulman, parce que donc les jeunes Turcs, donc surtout là, le parti du Comité Union et Progrès qui est au pouvoir après 1908, donc se donne pour ambition de devenir le Japon du Moyen-Orient.